Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, en sixième, notre but est de comprendre comment s'organise la République romaine. Rappelez-vous, la fois précédente, nous nous sommes intéressés à la naissance de Rome, d'après les mythes d'un côté et d'après la véracité historique de l'autre, en voyant justement que, d'après la mythologie, Rome est fondée en 753 avant Jésus-Christ par Romulus, et qu'on a vu d'après l'archéologie qu'en réalité, effectivement, au 8e siècle avant Jésus-Christ, vous aviez bien eu une fondation de Rome, mais en l'occurrence, ce n'était pas quelque chose de grandiose, mais une colonie de paysans, de bergers de paysans qui ont construit un village. On a vu ensuite que tout ceci avait amené à la prise de pouvoir par les rois dits étrusques. Et ces rois étrusques, du peuple étrusque, se sont emparés de la région, ont fondé véritablement la ville de Rome en l'entourant de 7 collines, en entourant les 7 collines d'une muraille dite enceinte de Servius Tullius. Donc vous avez une fondation qui se fait sur 200 à 300 ans avec une ville qui va devenir de plus en plus importante, notamment au niveau de sa population. Et cette fondation va nous amener à l'année 509, donc la toute fin du 6e siècle, où il y a un événement qui se passe. Le dernier roi étrusque est déposé. Vous trouverez ça dans le deuxième fichier qu'il y a dans votre Google Drive, Organisation de la République romaine, Rome 2. Et c'est la période à laquelle maintenant on va s'intéresser, puisque Tarquin le Superbe, Tarquinius, le dernier roi étrusque, est chassé par une révolte, et cette révolte va amener une nouveauté. Rome ne va plus être gérée en tant que monarchie, mais en tant que res publica. En latin, ça veut dire la chose publique. On en donne le nom aujourd'hui de république à partir de cette locution latine. Donc la république, qu'est-ce que c'est ? C'est un système dans lequel le pouvoir est exercé par des représentants choisis par les citoyens. Ça devrait vous rappeler quelque chose, ça vous rappelle la démocratie athénienne que nous avons étudiée aussi à distance. Donc cette république, ce nouveau système qui est né à partir du moment où le peuple romain en avait assez de la domination des rois absolus étrusques, en 509, fait que Rome est gouvernée au nom de ce qu'on va appeler le Sénat et le peuple romain. On dit SPQR, d'après la devise de la République. En latin, c'est Senatus Populus Que Romanum. Le que à la fin du mot populus remplace le et en français, et ça se dit en fait le Sénat, Senatus, et Que, le peuple, Populus Romanum, romain. Donc Senatus Populus Que Romanum. SPQR, qui va être d'ailleurs mis sur les étendards de l'armée romaine, la Légion romaine. Donc on va maintenant s'intéresser à la manière dont cette république est organisée. Elle est donc organisée au nom du Sénat et du peuple romain, Senatus Populusque Romanum. Alors comment on organise une république pour qu'elle ne soit pas justement l'apanage d'un seul ? C'est-à-dire une monarchie. Eh bien, il va falloir organiser des élections, exactement comme ce qu'on a vu à Athènes, des élections ou des tirages au sort. Donc, vous allez avoir des organisations qui vont être chargées d'élire des assemblées de citoyens et qui vont être aussi chargées de choisir les lois. Parce que si une personne seule choisit les lois, alors vous n'êtes pas dans une res publica, vous n'êtes pas dans une république, vous êtes bien dans une monarchie. Et au lieu d'avoir un monarque qui va décider, des gens vont devoir être élus pour avoir une fonction et gérer la cité, URBS, URBS, c'est-à-dire la cité de Rome, au nom du peuple romain. On va les appeler des magistrats, exactement comme à Athènes. Et comme à Athènes, ça se passe annuellement, ce choix, chaque année. Il est fait par des assemblées de citoyens qui, ici, s'appellent des comices. Donc les comices sont les assemblées de citoyens qui ont pour rôle de voter les lois et d'élire les magistrats. Alors comment ça se passe ? Première chose, voilà la reconstitution d'un vote au comice. Vous allez voir, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu notamment pour l'ostracisme dans le cadre de la pnyx grecque. Donc un vote au comice, ça se passe en 4 étapes, que je vous mets en bien grand. Voilà. Alors regardez bien, vous allez voir que tout n'est pas parfait. Il y a des choses qui vont vous montrer que ce n'est pas encore une organisation qui est aussi égalitaire que celle des républiques et des démocraties qu'on peut avoir actuellement au XXIe siècle.
Donc regardez bien ce document, regardez bien le texte de gauche et dites-moi qu'est-ce qui n'est pas parfait là-dedans, qu'est-ce qui vous prouve que vous n'avez pas tout le monde qui est au même niveau dans la République romaine. Vous avez vu? Alors regardons. Le point A. Le jour du vote, les citoyens sont parqués dans des enclos différents en fonction de leur fortune. Déjà là, ça pose problème. Ça veut dire que vous avez une répartition des citoyens entre citoyens pauvres et citoyens riches. On va les appeler les patriciens et les plébéiens. Vous allez voir, on va l'étudier ensemble. Et qu'est-ce qui se passe? Les plus riches votent en premier. Et comme le vote, qu'on appelle donc le scrutin, s'arrête à la majorité, les citoyens les plus pauvres, ils n'ont jamais le temps de voter. La majorité est déjà obtenue avant que les plus pauvres votent. Donc vous avez un système, vous voyez, où en réalité, même s'il n'y a pas une seule personne qui domine, les citoyens les plus pauvres n'ont pratiquement pas droit au chapitre. On appelle ce principe l'oligarchie. L'oligarchie, c'est quand vous avez une minorité de personnes qui exercent son contrôle réel sur une majorité. Quand cette minorité est issue d'une minorité de riches, on peut appeler ce système la plutocratie. Le gouvernement des plus riches, la plutocratie. Donc Rome, en réalité, même si on affirme que c'est une république, c'est pas vraiment une démocratie. Tous les citoyens ne sont pas tous au même niveau. Les plus riches ont des droits supplémentaires. C'est donc une plutocratie en réalité. C'est pas un système parfait du tout. Vous allez voir que d'ailleurs des personnes sont exclues du vote. On va voir qui. Donc comment se déroule maintenant la cérémonie du vote? Donc vous avez à l'entrée d'un petit pont de bois les votants qui reçoivent une tablette de cire ou bien 2 bulletins quand il faut voter pour une loi, oui à cette loi ou non à cette loi. Sur la tablette de cire, quand ils doivent élire un candidat, ils vont inscrire le nom du candidat qu'ils choisissent. Et sur le bulletin, s'ils votent une loi, ils vont inscrire oui ou non, V ou A pour oui ou non. Donc vous allez ensuite, en tant que citoyen, franchir le pont, déposer votre tablette dans une urne. Vous allez, pendant ce temps-là, autre moment qui va vous prouver que ce n'est pas parfait, avoir des partisans qui vont tenter de vous influencer. Tellement qu'on est obligé de rétrécir la largeur du pont pour éviter que des gens vous influencent. Donc il y a un jeu d'influence qui est fait, on verra que c'est le début des premières campagnes politiques, véritablement, comme on peut les avoir aujourd'hui, où on essaie d'influencer le choix des électeurs en les incitant à voter plutôt pour un tel ou pour l'autre. Donc un système qui n'est pas parfait, mais vous voyez, un système où vous avez bien une partie au moins des citoyens qui choisissent. Vous n'êtes pas donc dans une monarchie absolue où une personne seule choisit. C'est pour ça que Tarquin le Superbe avait été déposé justement parce que cette monarchie des rois étrusques n'était plus supportée par une partie importante des citoyens, de la population. Donc en dessin, on peut résumer tout ce qu'on a vu. Vous voyez bien là qu'on réunit les citoyens, les plus riches, ici représentés en toge, qui était l'habit des plus riches à Rome, votent avant les plus pauvres, représentés ici en tunique, qui était l'habit des plus pauvres. Une fois qu'on a atteint la majorité, on stoppe le vote, donc il est très probable que ces plus pauvres ne puissent jamais voter. On donne ici, pour le vote d'une loi, 2 tablettes, et suivant ce que vous voulez voter, vous mettez votre tablette dans une urne, oui ou non, suivant que vous déposiez la tablette marquée V ou la tablette marquée A. Quand vous êtes candidat, alors voilà un texte qui va nous montrer les conseils aux candidats qui sont faits dans un manuel de campagne par Cicéron, un homme politique romain connu. Donc conseil si vous voulez être candidat. Regardez bien le côté gauche, lisez ce texte et vous allez voir quels sont les conseils qui sont faits aux candidats pour faire une bonne campagne électorale. Donc quels sont les conseils pour une bonne campagne électorale? Regardez bien le texte de gauche. Vous l'avez vu? Alors étudions-le ensemble. Première chose, il faut se faire connaître en se faisant des amis dans toutes les classes de la société et dans toutes les régions. C'est le principe des campagnes électorales. Si vous voulez être élu, il va falloir que les citoyens vous connaissent. Donc il va falloir être connu. Deuxième chose, pas seulement pour tous les citoyens, mais encore plus chez les gens influents. Cherchez l'amitié des gens influents. Donc les gens connus, il va falloir, pour que d'autres personnes votent pour vous, que ces gens-là aussi
vous connaissent très bien et incitent tous ceux qui sont dans leur entourage à voter pour vous. Pour ça, il va falloir flatter les populations, être aimable, de bonne réputation et répondre à l'espoir public. C'est-à-dire promettre aux gens de répondre à leurs besoins. Fais des promesses, dit Cicéron. Vous voyez, c'est très 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 proche des campagnes électorales actuelles. Hein. En les refusant, on est sûr de se faire des ennemis. Il faut que ta campagne soit magnifique, brillante, éclatante, populaire, donc proche du peuple. Donc on va essayer de flatter le peuple par des promesses pour amener le peuple à voter pour le candidat, ainsi que de flatter en recherchant leur amitié, en leur promettant des choses à eux aussi, les personnes importantes, dans le but de gagner. Vous êtes vraiment dans un système qui est un système électoraliste. Donc il va y avoir des campagnes électorales. Alors comment flatter le peuple ? Par exemple, en lui offrant des jeux. C'est-à-dire que le peuple va avoir des cérémonies sportives, des combats de gladiateurs, etc., etc. Et lors de ces combats, on va bien préciser que c'est vous qui les avez organisés afin que le peuple vous connaisse et soit content. Il va aussi y avoir des distributions de nourriture, par exemple, auprès du peuple le plus pauvre, des citoyens pauvres. Et puis, des promesses en tout genre qui vont être faites au peuple et qui parfois, malheureusement, ne seront, une fois que l'homme politique est élu, pas réalisées. Donc nous sommes dans un système là de campagne électorale qui débouche sur ce qu'on appelle du populisme. Donc le populisme, c'est quand vous cherchez par vos actes à être proche du peuple, à être aimé du peuple, en flattant le peuple afin qu'il vous élise, sans qu'ensuite vraiment vous ne réalisiez forcément ce que le peuple au départ voulait. Donc un populiste, c'est quelqu'un qui cherche à flatter le peuple dans le but d'être élu. Le flatter en se faisant connaître du peuple par des actions ou des promesses qui le rendraient populaire, l'homme politique en question. Donc voilà, vous êtes dans un système plutocratique, donc où les riches dominent, et populiste, où ceux qui font le plus de promesses au peuple dominent. On peut voir que là, la situation politique, déjà il y a 2000 ans, était une situation politique sur laquelle on peut retrouver des points communs avec les situations actuelles. Donc voilà, tout se passe lors des votes. Si vous voulez devenir quelqu'un d'important dans l'organisation de la République romaine, il va falloir être élu par les citoyens. Pour ça, il va falloir que les comices, les assemblées de citoyens, votent majoritairement pour vous faire devenir magistrat. Alors, quelles sont maintenant les fonctions qu'occupent ces différents types de magistrats ? Vous le retrouverez dans la page d'après. On appelle toutes ces fonctions la carrière des honneurs. En latin, ça se dit le cursus honorum. Donc le cursus honorum, la carrière des honneurs des magistrats, toutes ces magistratures, ces fonctions forment une carrière et ces fonctions sont successives. Alors de la moins importante à la plus importante, on en retrouve grossièrement 4, en réalité 5, vous allez voir, des magistratures actives et une magistrature honorifique. Les magistratures actives, ce sont les questeurs qui vont s'occuper des finances, c'est le premier degré de magistrature. Vous augmentez un peu dans le cursus honorum, la carrière des honneurs, les édiles, eux, ils s'occupent de la ville de Rome, ils la gèrent. Donc les rues, la police, etc. Les questeurs, ils s'occupent des questions d'impôts et de finances. Les édiles s'occupent de la gestion de la ville. Les pompiers de la ville, l'organisation de la ville avec les rues, la manière dont on va avoir une gestion de la délinquance par la police, tout ceci c'est du rôle des édiles. Les prêteurs, quant à eux, encore une marche au-dessus dans le cursus honorum, s'occupent de la justice, donc vont être chargés des tribunaux. Au sommet, vous avez 2 magistrats qui vont être chargés de gouverner la République et de diriger l'armée. On les appelle des consuls. Donc, Rome va connaître 2 consuls pour le gouvernement, pas un seul, parce que dans ces cas-là, on pourrait éventuellement l'accuser de vouloir devenir un roi comme les anciens rois étrusques, mais bien 2. Eux, ils peuvent désigner quelqu'un en cas de danger. Par exemple, si Rome est en danger d'invasion, qui reçoit tous les pouvoirs pour 6 mois et qu'on appelle un dictateur. Comme il a tous les pouvoirs, le mot de dictateur est resté ensuite pour désigner quelqu'un qui avait tous les pouvoirs et qui ne voulait pas les rendre. Mais dans la République romaine, normalement, vous êtes obligé de rendre votre pouvoir de dictateur au bout de 6 mois. Très souvent, c'est un militaire, dans ces cas-là, auquel on donne le pouvoir de diriger l'armée pour pouvoir lui faire prendre très très vite des décisions en cas de danger pour la ville de Rome.
Vous avez tout en haut des magistratures, honorifiques, les censeurs, qui sont composés forcément des anciens consuls, qui sont chargés de deux choses. Ils vont recenser les citoyens, c'est-à-dire, comme vous voulez avoir des comices qui se réunissent pour voter, il faut savoir combien il y a de votants, si vous voulez savoir où est la majorité. Donc, il faut savoir le nombre de citoyens. Et eux, ils sont chargés de ça, recenser, c'est-à-dire trouver le nombre de citoyens qu'il y a et recruter ce qu'on appelle les sénateurs, composant une assemblée de personnes qui vont choisir les lois. Donc voilà, le cursus honorum, c'est l'ensemble des magistratures, c'est-à-dire des occupations des magistrats qui vont s'occuper des finances, de l'organisation de la ville de Rome, de la justice et du gouvernement de la République romaine ainsi que la direction de l'armée, qui forment donc toute cette carrière du cursus honorum. Donc les hommes politiques romains qui réussissent à se faire élire vont occuper successivement ces différentes fonctions. Tout le monde ne va pas jusqu'à consul. Certains vont s'arrêter à questeur et ne pas être élus au fait d'être édile. Il faut que, pour ça, les comices, donc les citoyens, vous élisent pour que chaque année, vous occupiez une magistrature. Alors, pour occuper des magistratures, il va falloir déjà se lancer en politique. Et justement, là, du nom grec, la police, P-O-L-I-S, rien à voir avec les forces de gestion de l'ordre. Hein. La police, P-O-L-I-S, c'est la ville pour les Grecs. Donc la politique, c'est comment on gère la ville. Par extension, comment on gère le pays. Donc voilà ce qu'on fait pour se déclarer politicien avant les élections. Donc qui peut se déclarer politicien, qui peut se déclarer candidat, et vous allez voir que tout le monde ne peut pas le faire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire et qui peut facilement se déclarer candidat? Regardez bien. Alors vous avez vu, qui peut se déclarer candidat? Les riches. Hein. Là aussi, c'est quelque chose qui va être, dans l'époque romaine, vraiment réservé à une certaine élite sociale. Pourquoi? Alors, vous devez vous déclarer 27 jours avant les élections. Vous devez être citoyen, forcément. Un non-citoyen ne peut pas être candidat. Il y a des conditions d'âge. Par exemple, pour être consul, il faut avoir 37 ans minimum. Il ne faut pas que vous soyez soumis à une procédure criminelle. Donc il ne faut pas que vous soyez soumis à une procédure qui pourrait vous amener en prison ou montrer que vous seriez un mauvais candidat. Et vous devez mener une campagne électorale. Comme on l'a vu auparavant, il faut se faire connaître. Donc comment se faire connaître? Vous promenez sur le forum romain, l'endroit où se font les débats. Pour qu'on voit que vous êtes candidat, vous devez porter la toge, l'habit traditionnel qu'on appelle la toga candida. Candidat qui a donné d'ailleurs le mot d'un candidat. Cette toge, elle est blanche. Vous faites des promesses, vous vous montrez généreux, vous offrez à boire, vous offrez des banquets. Toujours, on l'a dit, pour flatter le peuple. Pour devenir populaire. Et tout ça, vous vous en doutez, ça coûte très cher. Il faut consacrer beaucoup d'argent à la campagne pour pouvoir offrir ses promesses, se montrer généreux, offrir à boire, offrir des banquets, offrir des jeux. Donc pour avoir une chance d'être élu, il faut avoir les moyens de se faire connaître du peuple. Donc à l'époque romaine, déjà, vous avez une carrière politique qui est très souvent réservée aux plus riches citoyens, aux grandes familles de citoyens romains qu'on appelle les patriciens, on va le voir. Alors que font nos fameux magistrats du cursus honorum? Déjà, que font, par exemple, nos magistrats supérieurs, les censeurs, les anciens consuls? Donc ils font le recensement, le dénombrement des citoyens. Donc comme vous pouvez le voir, ce dénombrement, il sert à plusieurs choses. Donc tous les 5 ans, les censeurs organisent le fait que l'on va recenser tous les citoyens, c'est-à-dire on va les dénombrer pour savoir combien il y en a. Ils vont être répartis en 5 groupes de personnes suivant leur fortune, ce qui va permettre de voter aux comices, les plus riches votent en premier, rappelez-vous, de payer les impôts et d'effectuer les services militaires. Donc il faut chaque fois se déclarer à un greffier, c'est-à-dire à une personne qui va enregistrer le fait que vous êtes citoyen. Donc ce citoyen ici est en train de déclarer qu'il est citoyen, son nom, etc. etc. Le greffier note son nom et il est dénombré dans les citoyens et classé dans les 5 groupes de citoyens suivant sa fortune.
S'il est riche, il votera en premier, il payera des impôts, une certaine somme, et il fera son service militaire dans une certaine catégorie de l'armée. S'il est plus pauvre, il votera après, il payera moins d'impôts, il fera son service militaire dans une catégorie réservée aux citoyens pauvres. Donc ça, c'est le recensement. Mais nos fameux consuls, eux, qu'est-ce qu'ils font? Donc côté droit, vous trouvez maintenant le rôle des consuls. On va se poser 3 questions. On va prouver que les consuls dirigent l'armée, on va montrer qu'ils sont chefs du gouvernement, et on va essayer de comprendre à qui ils doivent obéir. C'est bon? Alors regardons. Essayons de prouver, première chose, que les consuls dirigent l'armée. C'est Polybe, un historien grec du 2e siècle avant Jésus-Christ, qui va nous expliquer comment ça se passe à Rome. Donc première chose, c'est eux qui emmènent les troupes en campagne. Donc quand il y a des campagnes militaires, ils emmènent les troupes. C'est une preuve qu'ils dirigent l'armée. Donc tout ce qui montre qu'ils dirigent l'armée, je vais le surligner en vert. Ensuite, pour les opérations militaires, ils ont un pouvoir presque illimité. Donc là aussi, ils dirigent l'armée de manière pratiquement illimitée. Ils sont aussi les chefs du gouvernement, comme on le voit, parce qu'ils dirigent les affaires publiques. Donc c'est eux qui dirigent les affaires. Et tous les autres magistrats, à l'exception des tribuns de la plèbe, on va voir qui c'est, leur sont subordonnés et exécutent leurs ordres. Donc ils donnent des ordres aux autres magistrats. Les tribuns, qu'on va étudier par après, sont des magistrats spéciaux qui ont un rôle, être le porte-parole des citoyens les plus pauvres. C'est les citoyens pauvres qui ont obtenu la création de ce type de magistrat après une révolte contre les citoyens riches, on l'étudiera. Donc les tribuns sont les tribuns de la plèbe. Il y a 2 catégories de citoyens, les plébéiens et les patriciens. Les patriciens, c'est les riches, les anciennes familles nobles, et les plébéiens, c'est les citoyens plus pauvres. Ensuite, qui est celui qui donne des ordres au consul? Eh bien, c'est le Sénat. Au consul, il appartient de se soumettre au Sénat. De soumettre au Sénat les questions importantes. Ils réunissent les assemblées de citoyens, ils leur proposent les lois à voter à la majorité. Donc, ils proposent les lois aux assemblées de citoyens et ils doivent se soumettre aux décisions aussi sénatoriales. Ils appliquent les décisions du Sénat. Senatus populusque Romanus. Rappelez-vous, le Sénat est le peuple romain. Donc, le Sénat et le peuple, normalement, les consuls doivent y obéir. Mais vous avez vu que, à cause des promesses qui sont faites par les hommes politiques, la volonté réelle du peuple n'est souvent pas appliquée. Et comme on l'a vu aussi, étant donné que seuls les plus riches peuvent faire partie du Sénat et des magistrats, très souvent, vous avez une république qui tourne en rond autour des volontés des plus riches citoyens romains. Ce n'est pas un système parfait. Donc voilà ce que font nos fameux magistrats qui mettent en place ce cursus honorum. Donc on a déjà vu 2 choses ensemble. Là, on a vu que l'organisation de la République est faite autour du vote des citoyens dans les comices, les assemblées de citoyens, et autour du pouvoir des magistrats qui sont élus par ces comices dans le cadre du cursus honorum, c'est-à-dire la carrière de toutes leurs fonctions. On a vu aussi une problématique, c'est que la plupart de ceux qui peuvent voter et de ceux qui sont élus sont les citoyens les plus riches. Donc voilà comment récapituler l'organisation du cursus honorum et du Sénat. Donc voilà comment s'organise notre société romaine de la République. Première chose, tout le monde, comme vous le savez et comme vous en doutez, n'est pas citoyen. Les femmes, les enfants, les étrangers, les esclaves sont écartés du vote. Ça fait la grande majorité de la population qui ne vote pas. Donc le système il est déjà imparfait parce que seuls les citoyens peuvent voter. Qui sont les citoyens? Les hommes libres de Rome et de la région autour de Rome qu'on appelle le Latium, ce qui donne le nom latin d'ailleurs. Comme on l'a dit, il y a 2 catégories de citoyens. Les riches citoyens représentés ici avec la toge sont les patriciens. Et les citoyens plus pauvres sont appelés la plèbe ou les plébéiens. Ces citoyens-là
plébéiens et patriciens forment les assemblées de citoyens qu'on appelle les comices. Elles votent les lois, elles élisent les magistrats. Côté gauche, vous avez donc les magistrats. Alors ces magistrats, qui sont-ils ? Ils sont entourés ici, en rouge. En bleu, pardon. Ces magistrats, première chose, c'est ceux du cursus honorum. C'est-à-dire les questeurs, il y en a 20 en tout, les édiles, il y en a 4, les prêteurs, il y en a 2, les consuls, il y en a 2. Vous rajoutez encore évidemment les censeurs, qui sont les anciens consuls, qui sont donc issus de ce cursus honorum. En plus, comme on l'a dit, vous avez 10 tribuns de la plèbe qui sont chargés de représenter les citoyens les plus pauvres, les plébéiens, et qui ont le droit de s'opposer aux décisions des autres magistrats, après une révolte. Deuxième côté, le Sénat. Alors, qui sont les sénateurs ? Eh bien, ce sont aussi des magistrats, pour être plus précis, d'anciens magistrats. Donc ça se passe en 2 étapes. Première chose, tous les 5 ans sont élus 2 censeurs parmi les anciens magistrats qui ont été jusqu'au rang de consul. Ces 2 censeurs dénombrent les citoyens et ont pour rôle de recruter les sénateurs. Ces sénateurs, qui sont-ils ? Regardez, ce sont tous d'anciens magistrats. Donc au total, il y en a 300. Ils vont donner des avis aux magistrats, diriger la politique étrangère, surveiller les finances et la religion. Il s'agit donc d'une assemblée. Donc cette assemblée, qu'on appelle le Sénat, dedans, vous êtes nommé à vie. Vous êtes nommé donc par les censeurs à vie dans le Sénat, pour donner vos avis aux magistrats, diriger la politique étrangère, surveiller les finances et la religion. Et les magistrats vont avoir, notamment les consuls, l'obligation en politique étrangère, notamment pour la guerre, d'appliquer vos décisions. Gros problème, les magistrats, on a vu, ne sont pas élus de manière juste, puisque les plébéiens ne peuvent pas voter et qu'il faut être riche pour faire campagne. C'est les censeurs qui recrutent les sénateurs qui ne sont pas élus directement par le peuple. Vous voyez qu'en réalité, le peuple intervient très peu. Beaucoup de non-citoyens. Seuls les riches peuvent voter et être élus. Seuls les membres du cursus honorum, donc les anciens magistrats, peuvent devenir sénateurs sans vote, mais sur dénomination par les 2 censeurs. Le système n'est vraiment pas, en réalité, très démocratique. Cette république, elle est un peu mieux qu'une dictature totale par une personne seule, donc une monarchie absolue, mais ce n'est pas un système qui donne vraiment le pouvoir à la population romaine. D'où les très nombreuses révoltes, notamment des esclaves que Rome subit pendant son histoire. Donc le Sénat, si on résume, c'est une assemblée très respectée d'anciens magistrats nommés à vie qui donnent des avis aux magistrats. Ces avis, on les appelle des senatus consultes. Donc on n'appelle pas ça des lois, mais des avis aux magistrats, les senatus consultes. Pour terminer, venons-en à cette distinction entre patriciens et plébéiens. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Entre patriciens et plébéiens, vous avez une différenciation. Première chose, les patriciens, qu'on peut aussi appeler une forme de noblesse, donc l'aristocratie, c'est quelques anciennes familles nobles et riches qui descendent des premiers sénateurs. Et comme on l'a étudié ensemble aujourd'hui, c'est eux qui monopolisent le pouvoir. Donc texte de droite, vous avez un membre de ces anciennes familles, Publius Scipion Nasica. Alors, il porte la tria nomina, ce que les patriciens romains avaient, 3 noms, Publius Scipion Nasica. Cette tria nomina, c'est le signe que vous faites partie d'une puissante famille romaine. Donc, regardez bien et dites-moi comment, justement, se déroulent les rapports entre les patriciens et les plébéiens. Vous avez vu donc les rapports entre les riches et pauvres. Regardons. Une drôle d'histoire. Donc, Publius Scipion Nasica veut devenir édile, un des grades du cursus honorum, donc un des rôles de magistrat. Il serre fortement la main à un citoyen plébéien, il sent la main du paysan plébéien endurcie par le travail des champs, et il se moque de lui, en réalité, en lui disant « As-tu l'habitude de marcher sur les mains ?» Donc c'est vraiment une moquerie
de la part de ce riche Romain, Publius Scipion Nasica, qui, quand il voit ce paysan avec les mains calleuses, même s'il est citoyen, et quand il lui serre la main, se moque de lui. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une différence et de vie, et de richesse, et de regard entre riches et pauvres. Le problème, c'est que tous les citoyens de la campagne, croyant qu'ils se moquaient de leur pauvreté, s'indignèrent. Et Publius Scipion Nasica, il n'a pas été élu. Donc il faut quand même faire attention, quand vous vous présentez à une magistrature romaine, comme on l'a vu, il faut vous faire bien voir du peuple et de tout le peuple. Ça peut vous vouloir des ennuis. Et là, Publius Scipion Nasica, il a été considéré comme tellement méprisant par rapport au peuple le plus pauvre que même les plus riches n'ont plus osé voter pour lui par peur d'une révolte des citoyens pauvres. Alors ces citoyens pauvres, effectivement, parfois ils se révoltent. Là, c'est le côté gauche qui va vous l'indiquer. Vous allez voir qu'ils vont en 494 avant Jésus-Christ réclamer quelque chose. À qui ? Quoi ? Et quel est le chantage qu'ils exercent ? Lisez bien ce deuxième texte pour pouvoir le voir ensemble. C'est bon ? Alors regardons. Que réclament les plébéiens ? Alors, comme vous l'avez vu, ils réclament d'accéder aux honneurs, c'est-à-dire devenir magistrat. Auparavant, seuls les patriciens pouvaient le faire. Donc les plébéiens veulent pouvoir devenir magistrats, accéder aux honneurs. Ils le demandent à qui ? Au consul. Et le chantage, c'est quoi ? Si vous ne le faites pas, on ne vous suivra pas dans la guerre. Et ça marche. À ce moment-là, les plébéiens, donc les citoyens pauvres, obtiennent deux choses. Un, le droit d'accéder au cursus honorum. Ils seront quand même peu nombreux à le faire parce que, comme on l'a vu, il faut faire campagne et que ça coûte cher. Et deuxième chose, ils obtiennent les fameux tribuns de la plèbe qui sont là pour les protéger dans le cadre de l'organisation du pouvoir romain. Donc si on fait le compte, les patriciens, donc l'aristocratie, la noblesse et quelques anciennes familles qui monopolisent le pouvoir, les plébéiens, aussi dit la plèbe, c'est-à-dire le peuple, c'est les familles installées plus récemment en Rome, moins riches, elles veulent participer à la vie politique. Attention, ces gens-là sont citoyens. On met de côté les non-citoyens, donc les femmes, les enfants, les étrangers et les esclaves qui forment le plus grand nombre de population. Et en 494, les plébéiens obtiennent le droit d'accéder aux magistratures et dits tribuns de la plèbe pour les défendre. N'oubliez donc pas que femmes, enfants, étrangers, esclaves sont exclus de la vie politique et font de ce système un système totalement inégalitaire. Conclusion, les magistratures restent réservées aux plus riches des citoyens. Donc voilà comment s'organise toute la période dite de la République romaine. Voilà l'organisation de cette République. Vous le voyez, elle est inégalitaire. Elle fait suite à une monarchie absolue, celle des rois étrusques. Elle met en place un système où un peu plus de monde a le pouvoir, mais ce pouvoir devient vite une plutocratie, c'est-à-dire réservée aux plus riches, et une oligarchie, c'est-à-dire qu'un petit nombre de personnes a le pouvoir et pas l'entièreté de la citoyenneté. Les choses vont prendre un autre tournant au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ, comme on le verra lors de la prochaine petite vidéo, ou bien en cours la semaine prochaine. Cette nouvelle manière de faire, qui va ensuite s'appeler l'Empire, va nous permettre aussi de terminer notre programme en l'étudiant ensemble, très certainement en présentiel. En attendant, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous vous portez bien.